Débat Fer Croisé qui reçoit Alexis Metton. Il est journaliste au quotidien Le Potentiel et la thématique retenue, c'est bien le retard dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Ce sera tout ceci de concert avec Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour, Loïs Prédit d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Je vous le disais tantôt, sinon depuis lundi, nous avons pris quand même l'habitude de recevoir certains journalistes qui ont eu à faire de travaux d'investigation sur des questions importantes de l'heure ici au Bénin. Vous le savez, la construction du siège de l'Assemblée nationale a suscité beaucoup de vagues en son temps, près de 14 milliards engloutis, sans franchement grand résultat. Et puis, en fin de compte, c'est bel et bien le chantier qui piétine, qui reste à un niveau d'inachevé. Alors, Alexis Metton a choisi d'investiguer sur la question. Il est allé chercher à savoir un peu pourquoi cet état de choses. Qu'est-ce qui a amené, bien évidemment, ce chantier à rester à cette étape-là, les vraies raisons-là. Donc, il est avec nous ce matin un peu pour nous livrer un peu les fruits de ces investigations, le fruit de ces travaux. Monsieur Alexis Metton, bonjour. Oui, bonjour, chers confrères. Bonjour, chers téléspectateurs de Eden TV et les auditeurs de la Diaspora FM. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi ce thème, pourquoi vous avez choisi travailler, investiguer sur ce thème. Merci. Pour répondre à votre question, permettez-moi de préciser le contexte dans lequel l'investigation a été menée. C'est dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, de la Maison des médias, financé par Open Society Initiative for West Africa. Et donc, après la formation des journalistes dans le domaine de l'investigation, notre thème a été sélectionné. Et donc, suite à ça, nous avons commencé par mener l'investigation. Et si nous sommes arrivés à ce thème, c'est juste pour donner suite aux préoccupations des populations qui, à un moment donné, commencent à s'inquiéter sur la finalité de ce chantier qui, jusque-là, reste consommateur de milliards. Vous n'êtes pas sans savoir l'intérêt particulier qu'accordent les populations à ce sujet-là, puisque en son temps, lorsque il s'est agi pour le chantier de s'arrêter, faute bien évidemment de décaissement de fonds, vous savez très bien que le bruit a couru, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la question, il y a même eu interpellation, des détentions dans cette affaire. Un ministre même en exercice au sein du gouvernement a même été gardé à vue pendant 72 heures. Tout ceci a fait en sorte que ce sujet est devenu un sujet d'intérêt national. Alors dites-nous de votre investigation, qu'est-ce qui explique ce retard? Merci. Le retard, bien évidemment, dans la livraison du chantier. Merci. Le retard dans la livraison du chantier est dû essentiellement à plusieurs facteurs. Et donc, journalistes que nous sommes, on s'en tient aux faits. Et selon les faits, c'est-à-dire que nous sommes rendus compte qu'il y a eu pas mal d'interventions sur la question. Et celle qui paraît judicieuse, c'est celle du ministre de l'Environnement d'alors, M. Blaise Aranzo Glele, qui, à un moment donné, a connu des difficultés dans la mise en œuvre de ce chantier. Et donc, les raisons pour les évoquer, il s'est agi essentiellement de la nature marécageuse du sol. Et donc, si les travaux sont ralentis, c'est dû essentiellement à la nature marécageuse du sol qui a nécessité des dispositions spéciales. Il y a eu aussi la mauvaise organisation des entreprises en charge de la réalisation des travaux. Il y a eu aussi le retard dans le décaissement des avances de démarrage. Les travaux étaient prévus pour 24 mois en fait. Maintenant, on a lancé les travaux en septembre 2009 pour durer 24 mois, soit 2 ans. Mais malheureusement, on a constaté dans nos recherches que c'est après 18 mois que l'État a débloqué les premières avances à l'entreprise en charge de la réalisation des travaux. Il y a eu aussi l'indisponibilité du groupement Trophy. Ce groupement, c'est aussi une entreprise qui est chargée de mettre à la disposition de l'entreprise du gros œuvre le plan architectural de l'édifice. Mais malheureusement,
pendant l'exécution des travaux, ce groupement a été défaillant, entre griffes, c'est ce que notre enquête a révélé, ce groupement a été défaillant. Il y a eu aussi qu'au niveau de l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, il y a eu des difficultés telles que le décès de l'un des acteurs en charge, et en fait, qui était au début de la réalisation des travaux. Ce sont là les raisons. Les raisons essentielles. Voilà le faisceau de raisons, mais vous allez nous permettre quand même de revenir un peu sur quelques-unes de ces raisons-là. Déjà, la nature du sol, on le sait, marécageux. Mais pourquoi avoir choisi ce site pour abriter ce siège? Est-ce que les gens ont pu expliquer un peu pourquoi ils ont choisi ce site malgré le caractère marécageux? Oui, c'est ce qui est écœurant dans tout ça, parce que d'ailleurs, pour arriver à votre question, il faut dire que le projet, en fait, était pour améliorer l'actuel siège occupé par les députés. Mais ils se sont rendus compte que le domaine ne pourra pas abriter l'immeuble, le nouveau plan. Et donc, c'est exigu, donc il fallait déplacer le projet. Et donc, dans la recherche d'un nouveau site, tous les endroits identifiés ne correspondaient pas. Et donc, le seul espace où on peut ériger ce bâtiment, c'est l'actuel siège où se trouve le bâtiment en construction juste à l'entrée de la ville de Porto-Novo, après le pont, et à côté, à la berge lagunaire de Porto-Novo. Et donc ce projet, on sait bien que le sol est marécageux, mais on s'y est engagé malheureusement. Mais il faut dire aussi que même si le sol est marécageux, les entreprises en charge de la réalisation des travaux disposent quand même des compétences. Et donc on ne devrait plus parler de l'aspect d'un sol. Ça ne devrait plus faire partie des raisons. Des raisons, normalement. Parce qu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. Et donc, avant de souscrire, il y a eu des études préalables et chaque entreprise devrait présenter des offres de qualité. Et donc, c'est suite à ça, justement, que l'entreprise pouvait être sélectionnée pour réaliser les travaux. Mais sur la question, vous savez très bien que le Bénin est quand même un pays pauvre, très endetté. Est-ce qu'on pouvait faire cette option d'aller ériger le siège de l'Assemblée nationale sur un sol marécageux, tout simplement parce qu'il y aura un surplus, notamment d'investissement? Ce surplus-là aurait pu servir à quelque chose d'autre. Pourquoi forcément ce lieu-là? Bon, la raison pouvait être politique. La raison pouvait être politique et aussi... Donc la politique est encore ici. Voilà, et donc peut-être aussi pour donner plus de la visibilité à la deuxième institution du Bénin, puisque le Parlement, vous savez bien... C'est bien subjectif. Voilà, donc il ne faut pas ériger le siège du Parlement dans un endroit peut-être caché. Et quand on prend la ville de Porto-Novo, je crois que le seul espace, je ne suis pas dans la peau des initiateurs du projet, mais je crois que le seul endroit à même d'abriter ce siège, je crois que c'est là pour quand même permettre, selon les décideurs, voilà, de mieux mieux identifier le siège du Parlement. Alors, Peggy Dagba, puisque investigation rime avec déplacement ou descente sur le terrain, quels sont... mais avant le constat. Oui. Avant le constat, puisque vous voulez parler du constat. Du constat sur le terrain. Ce qu'il a observé. Mais l'autre raison sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, c'est le retard dans le décaissement. Le gouvernement a passé le marché. Normalement, il y a eu un adjudicataire qui a pris le chantier, qui a même amorcé. Mais pourquoi avoir attendu 18 mois, parce que c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, avant le premier décaissement? Bon, ça c'est... Vous savez bien que avant l'avènement de l'actuel régime, nous avons connu un régime très médiatisé, un régime selon les informations que nous avons recueillies, qui travaille à tue-tête, qui ne prend pas le temps nécessaire pour réfléchir sur les trucs. Donc tout a été fait dans la précipitation. Mais malheureusement, la question de décaissement qui a duré 18 mois après le lancement des travaux en septembre 2009. Ça, par exemple, je ne sais véritablement pas à quoi on peut lier cet aspect de la chose. Mais ce qui est sûr, une entreprise qui gagne un marché
a quand même la garantie. A quand même la garantie. Elle a derrière elle des banques. Des banques, voilà, qui peuvent quand même préfinancer la réalisation des travaux. Et donc, à mon avis, cette raison aussi devrait être écartée. On ne devrait plus nous servir cette raison parce que quand tu gagnes un marché, tu as la garantie des banques qui peuvent quand même préfinancer les travaux. Et donc, si l'État a dû prendre le temps, bon, peut-être que c'est une option, mais c'est malheureuse parce que pour un travail prévu pour durer 24 mois, que l'État même est responsable, maître d'ouvrage, se permette le luxe d'octroyer les amendes de démarrage 18 mois après. Je crois que l'État même n'est pas conséquent envers lui-même. Alors, Peggy, on a discuté les raisons. Alors, je vous invitais à nous livrer le constat fait sur le terrain. Oui, quand vous allez à Porto Novo, juste à l'entrée de la ville, vous verrez à votre droite, à côté de la berge lagunaire, un édifice géant, mais qui malheureusement est en état d'abandon. Et donc, c'est abandonné aux intempéries. Et quand vous allez sur le site, d'abord, le site est actuellement interdit d'accès. Donc, il a fallu contourner. Quelles en sont les raisons? Voilà. Bon, et puisque vous savez, c'est un dossier... Trop d'investigation. Voilà, qui aujourd'hui est dans la main de la justice. La justice continue par travailler pour situer les responsabilités. Et donc, c'est un site qui n'est pas facile d'accès. Donc, il a fallu, vous voyez déjà sur le pont, vous voyez devant vous l'immeuble, et vous pouvez facilement déterminer l'intérieur. Vous pouvez facilement voir, rien que par la façade, observer et savoir que aujourd'hui, plus personne, mais rien que des hautes herbes qui occupent. Et donc, vous verrez aussi des matériaux qui sont totalement délabrés. Et puis, apparemment, l'image que projette actuellement ce siège en construction, c'est pas gai. À un moment, on a cru entendre parler de d'écroulement d'une certaine façade. Il y a eu une partie de l'édifice qui a cédé entre-temps. Oui, justement, il y a une partie qui a cédé, mais je crois que c'est par imprudence et ça a été rapidement refait, géré par l'entreprise. Et donc, ça, par exemple, ça fait partie donc, des raisons pour lesquelles les gens, à un moment donné, ont estimé on commençait pas à émettre de doutes sur la qualité même de l'ouvrage. Parce que regardez d'abord l'état du site et que quelques mois après, que des parties commencent pas à s'écrouler. Vous voyez, ça fait peur. Et donc on se demande ce qui allait advenir si il y a déjà des occupants. Vous voyez. Et donc actuellement, le débat a eu lieu jusqu'à ce que le chef de l'État d'alors, M. Boni Yayi, a décidé même de raser. Mais avant de prendre cette décision, c'est que l'immeuble a déjà consommé 14 milliards. Donc, ce qui a amené un peu le gouvernement, après les critiques et autres conseils, à décider de poursuivre l'œuvre. Oui, mais avant de décider de poursuivre, il y a eu des travaux d'expertise. Des travaux d'expertise et de contre-expertise. Le gouvernement, de son côté, a commandité, a demandé les services du bureau Veritas Bénin, qui est un cabinet qui a fait son travail. L'entreprise du gros œuvre, la GEE aussi a commandité les travaux d'expertise qui aussi ont livré leurs résultats. Et donc, les résultats comparés prouvent qu'il y a eu des malfaçons sur le chantier, mais cela n'entache en rien la solidité même de l'ouvrage. Et donc, est-ce que l'ouvrage là est viable si on arrivait à la finition? Dites-nous franchement. Est-ce que les députés pourront vraiment y travailler sans problème aucun, sans avoir, comment dirais-je, de la peur à l'estomac? Oui, la peur d'aller s'asseoir dans un immeuble du genre est née justement après la réaction du président Boni Yayi qui demandait de raser
le chantier sous prétexte que c'est pas conforme. C'est pas conforme et que du jour au lendemain que ça peut s'affaisser sur les honorables députés, ce qu'on ne souhaite pas. Et donc, les travaux d'expertise ont révélé que cette peur, les députés peuvent avoir la main au cœur. Donc, ils ont certifié que l'immeuble est suffisamment solide. Tous les poteaux ont été renforcés. Donc, il y a eu un plan utilisé par l'entreprise en charge. Pas le plan initial. Bon, pas le plan initial. Parce qu'il n'a pas été rendu disponible. Bon, voilà. Et donc, il y a une technique utilisée par l'entreprise qui a permis quand même qui a permis de renforcer l'ouvrage. Et donc, il n'y aura plus de peur. Normalement, les députés ne devraient plus avoir peur en cas d'occupation. Mais est-ce que l'entreprise a prévu ces impondérables, ces arrêts? Bon, ce n'était pas prévu dans le plan et tout ça font partie certainement des raisons qui ont retardé malheureusement le chantier. L'autre chose que je voulais dire, vous faites tellement foi à ces rapports des cabinets d'experts ou d'expertise, mais vous savez très bien ici au Bénin comment ça se passe. Je ne veux pas mettre en doute l'honorabilité ou comment dire la fiabilité, voilà, du travail ces expertises. Mais quand même, on peut suspecter, on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment tout s'est passé dans les règles de l'art pour qu'on puisse dire vraiment que ce travail des deux cabinets, c'est vrai que c'est expertise et contre-expertise, est-ce que c'est fiable? Bon, de ma position de journaliste... Vous qui avez vu, je sais que vous n'avez pas de compétences en matière de BTP, vous êtes un novice, hein, mais vous êtes allé chercher à savoir. Est-ce que vous avez pu croiser les deux rapports? Les deux rapports, oui, les deux rapports, c'est des travaux techniques réalisés par des experts en BTP, et il y a même des professeurs d'université dans l'équipe, il y a des experts, des gens qui sont venus même de l'étranger. Et donc, de ma position de journaliste, nous, on s'en tient aux faits. Et justement, ces faits nous révèlent aujourd'hui que... il y a eu rapport d'experts. Il y a eu rapport d'experts qui certifie. Qui certifie. D'accord. On va faire comme vous, on va y croire, même si on n'est pas à l'église. Voilà. Alors, maintenant, parlons du montant englouti jusque-là. On parle de 14 milliards, on parle de 22 milliards que devrait coûter l'ouvrage en général. Alors, à ce moment précis, combien... l'État a décaissé pour ce projet-là? Pour ce projet, malheureusement, permettez-moi de dire, avant d'arriver sur le montant total englouti, que l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est la CEROSA, a bénéficié de 3 conventions avec l'État. Et donc, les 3 conventions précisent carrément ce qu'il faut faire en cas de contentieux, le montant, tout ça. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que le montant, c'est-à-dire le montant prévu pour l'ouvrage, n'est pas défini. On ne peut pas dire avec précision qu'il est prévu un tel nombre de montants pour réaliser les travaux. Ce qui, normalement, dans la pratique, en termes de passation de marché, est contraire. Parce que ça pose un problème. Il n'y a pas eu une enveloppe définie au départ. Donc, on vous dira que de nos recherches, on s'est rendu compte que ce n'est pas une convention fermée. Comme l'a dit le directeur technique de l'entreprise, de l'agence de maître d'ouvrage délégué, la CEROSA, que ce n'est pas une convention fermée et que le montant total serait connu après toutes les passations des marchés. Wow. C'est assez grand, hein? C'est assez grand. Franchement. Nous, un étonnement, je veux dire. Voilà, donc quand nous on s'est rapproché d'un expert en passation des marchés publics, il nous a dit que c'est carrément contraire à la pratique. Et donc, quand vous voulez commander un BIC, vous qui commandez, vous dites, je veux avoir un BIC à 200 francs. C'est cela. Et quand vous lancez l'appel d'offres, les entreprises qui veulent souscrire doivent présenter des offres, des propositions qui cadrent. Vous voyez. Donc, c'est dans un flou total. C'est dans un flou total, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'à l'heure actuelle, le président Boniaï nous a dit qu'il y a eu 14 milliards investis là, et donc il faut raser. Après, nous avons appris qu'il y a eu d'autres décaissements. Plus des 14 milliards. Plus de 14 milliards. Donc, il y a eu d'autres décaissements, justement, qui rallongent le montant à 16 milliards.
ce qui rend le montant à 16 milliards. Et donc actuellement, on tourne autour de 16 voire 18 milliards. Bon, je ne peux pas être précis du moment où les acteurs même, les acteurs principaux en charge de la réalisation, eux aussi, n'ont pas donné un chiffre fiable. Mais dans votre restitution que j'ai lue, vous avez parlé quelque part de 22 milliards et quelques. Oui, nous avons parlé de 22 milliards justement parce que nous avons juste rapporté, des propos de ces acteurs qui sont en charge de la réalisation des travaux. Ces 22 milliards auraient dû servir à quoi? Bon, ces 22 milliards, normalement, le montant, au début, il faut dire que c'était prévu, un plan, un projet prévu à hauteur de 14 milliards. Et vous voyez, donc de décaissement en décaissement, on a atteint 22 milliards sans avoir fini de réaliser, alors que c'était prévu 14 milliards pour les travaux. Vous voyez, et bien avant même que l'entreprise, la CEROSA, ne s'engage avec les entreprises qu'elle a sélectionnées pour réaliser les travaux, il faut dire que c'était prévu que les Chinois réalisent l'infrastructure là. Mais malheureusement, il y a eu des cadres du ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme qui ont estimé que les Chinois ne maîtrisent pas l'architecture de la ville de Porto Novo, que eux, ils veulent un plan qui cadre avec l'architecture de la ville de Porto Novo. Donc, on a sauté les Chinois. Il y aurait même des Chinois qui étaient allés au ministère, mais renvoyés, selon, si on s'en tient aux déclarations du président Mathurin Nago, qui a dit que lui, il a demandé que les Chinois aillent déposer des offres, mais malheureusement, ces Chinois ont été renvoyés des bureaux, donc ils sont interdits donc de souscrire. Vous voyez. Monsieur Metton, oui. Vous savez, il est question là de gros sous, comme on le dit, de plusieurs milliards. Oui. Mais comment cela a pu échapper à tout le monde, la non-définition de la cagnotte au départ, comment cela a pu échapper à l'État et aux différentes composantes impliquées dans ce projet? Bon, on a cherché à savoir les raisons, effectivement, parce que c'est un dossier qui oppose l'État à des entreprises de droit privé. Et vous voyez, et quand l'État s'engage avec des entreprises vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise est là pour faire des affaires, pour faire des bénéfices, voilà. Et donc, que l'État même manque rate. Ça dit que l'État même n'arrive pas à circonscrire, à bien définir les choses au départ et qu'on en soit là, c'est écœurant. Ce qui est certain, c'est qu'on nous a dit que c'est un projet lancé dans la précipitation et que tout a été fait dans la précipitation totale. Est-ce que c'est un oubli ou c'est fait à dessein? Je ne saurais répondre. Vous avez posé souvent cette question sur le terrain. Oui, on a posé les questions, mais les réponses que nous avons eues... Oui, de ce que vous avez eu comme réponse, quand vous analysez, est-ce qu'on n'a pas un but à atteindre? Est-ce qu'on n'a pas un objectif fixé pour le faire? Bon, c'est juste des interrogations. Bon, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire que c'est fait à dessein. Je vous ai dit que nous, on s'en tient aux faits. Et donc, de tout ce qu'on nous a rapporté, c'est que, il y a une négligence de part et d'autre. Et on en est... Mais l'autre interrogation, ce dossier est passé quand même, je crois, si je ne m'abuse, en plénière à l'Assemblée nationale. Vu que ça intéresse les députés. Et aucun n'en a parlé, n'a pu soulever cet aspect des choses. Cet aspect, même les députés sont étonnés de savoir que l'ouvrage, le montant total ne soit pas défini. Ils sont étonnés et ils n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement. Ils auraient pu renvoyer ce dossier-là, juste pour... complément d'information à ce niveau. Oui, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un dossier de l'Assemblée nationale. C'est ça. Ce n'est pas un projet de l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée nationale est bénéficiaire, mais ce n'est pas son projet, c'est le gouvernement. Vous voyez, le gouvernement qui construit pour eux. C'est le gouvernement qui construit pour eux. Et donc, nous, on s'est rendu compte, quand on s'est approché d'un agent de l'Assemblée nationale, on voulait savoir pourquoi l'Assemblée nationale ne s'était pas impliquée pour quand même faire aboutir son projet. On nous a dit non, que le projet appartient au gouvernement, et que c'est le gouvernement qui a décidé donc d'ériger un bâtiment pour les honorables députés. Et donc, tout ce qui concerne le financement
le suivi du chantier, tout et tout, que c'est du ressort du gouvernement et que c'est justement pourquoi l'Assemblée nationale s'est retirée, croisant les mains, laissant le gouvernement travailler, quitte à ce qu'eux autres, un jour, ils puissent aller s'asseoir dans leur bureau. Et donc, le but même du projet, c'est d'offrir un cadre adéquat aux honorables députés qui, aujourd'hui, sont dans un siège assez exigu où aucun député, je n'ose peu confortable. Voilà, n'a pas de bureau. Aucun député n'a de bureau aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous voyez. C'est franchement très difficile, c'est très les difficile conditions de travail. comme ça. Moi, j'y vais, je suis là-bas un peu pour raison de boulot, donc vraiment c'est très difficile. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un bâtiment qui a commencé par être érigé à côté, en tout cas dans l'une des ailes. On va dire, de l'Assemblée nationale actuellement. Est-ce que c'est déjà pour oublier l'autre chantier, se contenter déjà de ce qu'ils ont pour mieux peut-être s'installer, mieux occuper l'espace? On tend justement vers l'oubli, parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement les députés ont de difficultés pour travailler au niveau de l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Et donc, en guise de solution palliative, le bureau précédent de l'Assemblée nationale a initié le projet. Et le projet est actuellement en train d'être mis en exécution par l'actuel bureau dirigé par Maître Mbedji. Donc, il y a actuellement un bureau, un immeuble de type R+2 avec en tout 50 ou 53 bureaux. Avec 4 salles de conférence, je crois, pour soulager quand même, pour répondre aux préoccupations des honorables députés. Et donc, c'est à saluer, même si on estime à un moment donné que c'est un gâchis, parce que tout ça, c'est sur le budget de l'État, l'argent du contribuable. Donc, c'est à déplorer parce que on ne peut quand même pas croire que pendant qu'il y a un siège en construction, qu'on se permette quand même d'investir encore dans la réalisation d'un bâtiment de type R+2 pour offrir un cadre adéquat aux honorables députés, alors qu'on pouvait quand même, c'est un dossier, comme le disent les acteurs politiques. Et donc pourquoi l'actuel bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas s'investir pour quand même forcer la main au gouvernement? Vous l'avez dit tout à l'heure, le dossier est devant la justice, il y a des gens qui sont en détention, d'autres qui ont été relaxés. On ne sait pas quand est-ce que la justice pourra ordonner la main levée. Vous l'avez dit, le chantier est interdit d'accès, mais le péril est permanent de l'autre côté. Est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas entendu tirer conclusion, en tout cas tirer conséquence, je veux dire, de cette situation pour offrir un temps soit peu, peut-être un abri à ceux qui sont peut-être à l'air libre ou dans des difficultés pour pouvoir travailler, en attendant de voir aboutir ce dossier? Oui, effectivement, c'est peut-être le cas parce que après les débats au niveau de l'Assemblée nationale, il est demandé quand même que les députés mettent sur pied une commission d'enquête parlementaire pour connaître du dossier, savoir donc ce qu'il faut, situer les responsabilités. Donc c'est après un débat, je crois en 2012, à l'Assemblée nationale, avec suite à une question orale avec débat de l'honorable Mohossou Moussou, et le ministre Blaise Arhanz-Oglele était là-bas. Vraiment, c'était de la sueur froide. Le débat était tellement houleux. Et donc, les députés, dans leur volonté de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités, ont été justement confrontés à des difficultés dans la poursuite de leur enquête parce que le dossier est pendant devant la justice. Et donc, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, quand un dossier est pendant devant la justice, l'Assemblée nationale se dessaisit automatiquement du dossier. Et donc, alors Alexis, mettons, on arrive un peu vers la fin de cette émission, mais on va quand même s'intéresser aux conditions dans lesquelles vous avez pu mener cette investigation. C'est pas facile, nous sommes dans un pays où franchement la loi du silence est la meilleure et la plus respectée, bizarrement, même si on note beaucoup de, des gens qui ne sont pas souvent d'accord par rapport à ça, mais on s'entend toujours pour se taire sur l'essentiel. Comment vous avez réussi à faire ce travail?
Merci. L'environnement béninois ne facilite pas l'investigation aux journalistes. Mais avant, permettez-moi de rappeler qu'actuellement, il faut en tout 41 milliards pour finaliser les travaux. Ah oui. Vous voyez, il faut encore 41 milliards. Et 41 bons 41 milliards. En plus des 14 qui ont déjà été engloutis. Donc finalement, on est dans les 55 milliards. Voilà, donc c'est un Il peu faut comme ça. compléter ce qu'il y avait là où il faut 41 milliards. Il faut débloquer 41 milliards des caisses de l'État, puisque le projet est financé sur le budget national. C'est pas des bailleurs, des partenaires qui financent le budget national. Malheureusement, nous avons englouti 14 milliards et plus. Et actuellement, il faut encore 41 milliards. 41 milliards, selon l'étude commanditée par l'actuel gouvernement. Et donc, le ministre Didier Tonato a fait le point récemment au Parlement. Donc, 41 bons milliards attendent encore. Wow. Et donc, ce serait... Les caisses nationales vont saigner. Voilà. Pour pouvoir noircir l'élément. Voilà. Et donc, peut-être que le gouvernement actuel n'est pas dans la logique de faire souffrir la caisse de l'État qu'il a dû demander. Non, parce que sur la réaction de l'actuel gouvernement est attendue sur ce dossier-là. Et je présume qu'un conseil des ministres va devoir s'y pencher pour quand même tenter de nous sortir un peu les réalités de ce côté-là. Alors très rapidement, puisque on va conclure. Oui, l'environnement béninois ne facilite pas l'investigation. Moi, pour cette investigation, vous voyez, le journaliste, c'est d'abord l'information. L'information, c'est ça notre denrée. Et donc, quand il y a eu... C'est la matière première. Et quand il y a eu des faits et que vous investissez, vous vous approchez des acteurs pour donner ne serait-ce que leur version et que ces acteurs refusent de vous parler, vous voyez, ça pose problème. Ça pose problème. C'est ce que nous avons connu. Est-ce que vous avez pu rencontrer le ministre de l'Environnement d'alors et celui qui est là actuellement? Tous ont dit, il y a eu au niveau de l'actuel ministère du cadre de vie, toutes les autorités que nous avons approchées ont estimé que le dossier, ils ne peuvent pas en parler et qui n'étaient pas... Ils n'en sont pas responsables. Ils n'en sont pas responsables. Donc, vous voyez, l'administration étant une l'administration est quand même une continuité. Une continuité, donc difficilement, nous n'avons pas pu avoir accès à ceux-là qui doivent parler. Et on nous dit au niveau de l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée que le dossier est politique, qu'on ne peut pas en parler. Voilà. Et donc, c'est un peu compliqué. Merci, monsieur Metton. Vraiment, il y a tant à dire sur ce dossier. Malheureusement, le temps est parti. Est-ce que vous avez un mot pour conclure très rapidement? Oui, si j'ai un mot, c'est de remercier la Maison des médias et aussi son bailleur, Osiwa, qui quand même nous a permis de mener cette investigation. Et aussi de dire aux populations qu'elles doivent aussi collaborer avec les journalistes pour leur permettre quand même d'informer, de jouer bien leur rôle d'information. Même quand certaines questions dérangent, voilà. C'était le débat fait croiser. Peggy Ludovic Dagba. C'était le débat fait croiser. Nous avons pu quand même, avec Alexis Metton, nous rendre compte un peu des raisons qui ont expliqué, et bien sûr, ce retard de livraison, ce retard de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Information de taille que nous avons pu apprendre de lui. Par exemple, c'est bel et bien la non-fixation de l'enveloppe de ce projet-là au départ. Et on a pu comprendre que c'est donc à coût évolutif, on va dire. Oui. Et là, 41 milliards encore doivent être engloutis dans ce projet pour espérer voir un nouveau siège de l'Assemblée nationale ici au Bénin. C'est quand même, comment dirais-je, ahurissant. Et là, il faudra appeler les pouvoirs publics à orienter leurs projecteurs sur ce projet pour essayer quand même de nous permettre d'en savoir un peu plus et pourquoi pas voir enfin cet édifice sortir de terre. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Merci, Alexis Metton. Vous êtes journaliste au quotidien Le Potentiel. Bien sûr. Merci pour la disponibilité et pour l'échange.